L'enregistrement est en cours. Spécialisé en intelligence artificielle, passionné de l'éducation et design. C'est un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un échange autour Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il te plaît? Ok, merci. C'est un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour échanger autour d'un sujet suscite à la fois fascinant, suscite à la fois fascination et des questionnements. Oui, Boka, on a démarré. Ok. Tout d'abord, je vais commencer. Avant de commencer, j'ai une question simple pour vous. Et c'est quoi la question? Qui ici pense encore entièrement par lui-même, sans l'aide de l'IA? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Vous pouvez me répondre par chat ou vous pouvez prendre la parole aussi. J'attends votre réponse. Qui ici pense entièrement par lui-même sans l'aide de l'intelligence artificielle? C'est à vous de répondre. Vous ne proposez pas des réponses? Oui, Adja Diédiou. Ok, très bien. Adja. Et les autres? Donc, c'est Adja seulement qui a répondu. Ok, d'accord, vous pouvez prendre la parole. Adja? Merci. Peut-être pour ceux qui veulent juste, qui ne veulent pas prendre la parole, au niveau des sondages, j'ai ajouté un sondage. Vous pouvez répondre par là-bas directement si vous voulez. Merci. D'accord, Madame Nia, merci beaucoup. Ok, on continue. Et je vais continuer. Et maintenant, soyez honnête. Combien d'entre vous ont utilisé une IA aujourd'hui, peut-être même avant de rejoindre ce webinaire? C'est une autre question. Vous pouvez répondre sur le chat pareil. Concernant le sondage. Ok, Salimata, moi. Ok, très bien. Vous voyez, c'est Saliou. C'est moi la question, s'il vous plaît. La question en est que combien d'entre vous ont utilisé l'IA aujourd'hui, peut-être même avant de rejoindre ce webinaire? C'est ça la question. Combien d'entre vous ont utilisé une IA aujourd'hui, peut-être même avant de rejoindre ce webinaire? Ok.
Ismaïla, ok. Ok. Très bien. Donc, concernant ces réponses-là, c'est ce dilemme fascinant et crucial que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Intelligence artificielle et société, catalyseur de savoir ou frein à l'effort intellectuel. C'est ça notre thème d'aujourd'hui qu'on va développer ensemble. Donc, on va venir au niveau de notre plan. Voici le plan qu'on a proposé aujourd'hui. Premièrement, introduction. Qu'est-ce que l'IA? Et deuxièmement, IA comme catalyseur, le super pouvoir de l'apprenant. Et troisièmement, l'IA comme frein, les pièges de la facilité. Et quatrièmement, risques et limites, qui nous fait allusion, attention aux dangers. Cinquièmement, le vrai enjeu et domaine de l'utilisation. C'est l'usage responsable. Et je peux dire enfin, discussion et conclusion. C'est à vous de jouer. Donc, voici notre plan. Donc, on va venir de notre introduction. Il y a comme catalyseur. Donc, en premier, vous pouvez revenir, mademoiselle Nia. Il y a comme catalyseur. Ok. On va venir. Donc, concernant l'introduction, on a mis comprendre l'impact de l'IA et comprendre l'impact de l'IA sur notre société. Donc, avant de développer ça, il faut qu'on comprenne quelque chose. Qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est composée de deux mots, intelligence et artificielle. Donc, intelligence peut dire c'est la capacité de comprendre, d'apprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes et de s'adapter à de nouvelles situations. C'est ce que fait naturellement l'être humain. Et artificiel, cela signifie. Et je peux dire au niveau du mot artificiel, art. On peut tirer un autre mot, art. Donc, artificiel, cela signifie créé par homme. Donc, quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, c'est l'homme qui va créer. Donc, c'est l'homme qui a créé l'intelligence artificielle. Et on va venir IA comme catalyseur. Si on dit IA comme catalyseur, le super pouvoir de l'apprenant. Le mot catalyseur, je peux dire, c'est parce que la majeure partie, peut-être, il y a qui ne comprennent pas le mot catalyseur. Qui ne comprennent pas le mot catalyseur. Donc, un catalyseur, c'est quelque chose qui accélère un processus. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle agit exactement comme ça. Elle accélère notre savoir, notre capacité de produire, à apprendre et à innover. Donc, dans ce cas, on a l'accès rapide à l'information. Concernant l'accès rapide à l'information, aujourd'hui, grâce à l'IA, il est possible de faire des recherches instantanées. Il est possible aussi d'obtenir une résumé une résumé de texte et enfin la disponibilité de contenu. L'information devient plus rapide, devient plus accessible que jamais.
Donc, en quelques secondes, des réponses, l'IA répond des questions à quelques secondes, surtout des problèmes complexes. On va venir apprentissage personnalisé. Les apprentissages personnalisés avec l'IA. Explication adaptée. Complicité ajustée selon le niveau de l'apprenant. Concernant l'INO, qui est l'un des apports les plus importants de l'IA dans le domaine de l'éducation, comme par exemple, on peut avoir du début jusqu'à la fin une leçon et on va avoir tous les leçons détaillées, avoir des exemples, avoir des questions aussi. Et en deuxième lieu, révision ciblée. Concernant la révision ciblée, on a focus sur les points à améliorer. OK? Assistance selon le niveau. Accompagnement progressif adapté à chacun. Donc, l'IA nous assiste et nous accompagne selon notre niveau. Donc, chaque apprenant peut avancer à son rythme. Waouh, le gain de temps. Le gain de temps, c'est l'un des apports les plus visibles de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est le gain de temps. Ce qu'on peut travailler durant une année, en ce moment-là, on peut travailler, je veux dire, en quelques mois. On a l'automatisation, la productivité et la réduction des tâches répétitives. Comme par exemple les développeurs en ce moment, beaucoup de temps concernant le fait de développer des applications et plateformes. Donc l'IA, l'IA fait une gain de temps pour la réflexion approfondie. Donc, je laisse la parole à Madame Nia de continuer. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il te plaît? Bonjour, merci pour cette première partie. Maintenant, on va parler de l'IA contraint. Parce que l'une des premières conséquences néfastes d'ailleurs est cette dépendance cognitive. Parce que quand on recherche un mot au niveau d'un dictionnaire, on peut en apprendre d'autres. Mais si on demande cette même définition à l'intelligence artificielle, on pourrait rater quelques corrélations ou quelques méthodes qu'on aurait pu faire quand on effectuait une recherche ou bien ce processus de recherche approfondie. Comme exemple, je vais prendre la finale de la dernière Coupe des Nations. Quand on demande à l'intelligence artificielle qui a marqué le but, on pense tous à Pape. Et il faudra aller remonter pour voir la vidéo et se rendre compte que l'action vient en fait de cette récupération et la passe décisive de Sadio Mané qui a fait qu'on ait aujourd'hui notre deuxième étoile sur nos maillots. Et ça risque de provoquer une baisse de l'effort intellectuel parce que quand comme mon collègue l'a dit, quand on peut avoir accès facilement à quelques secondes à des informations, ça peut créer en nous cette dépendance ou bien cette flemme, comme vous le dites, intellectuelle, ou bien cette paresse intellectuelle. Et ce qui risque de créer une passivité à notre niveau. Ce qui risque de créer chez nous cette passivité, c'est-à-dire au lieu de se questionner, d'aller chercher, on ne fait qu'accepter ce que les intelligences nous donnent. Et lorsque l'outil pense à notre place, l'apprentissage peut s'affaiblir. Et on risque de se créer aussi une bulle de filtre.
à côté des biais parce que l'IA nous réconforte et nous renforce, c'est-à-dire il nous propose ce que l'on aime déjà. Parce qu'il y en a certains qui ont été développés confortent ou bien le plus fidèlement possible aux attentes de l'utilisateur. Et ça peut créer un confinement parce que quand on est habitué à ce que l'autre on dit, on peut être moins susceptible à recevoir des idées contradictoires venant des autres. Et ce qui peut être frustrant quand on est dans l'incapacité d'ailleurs de proposer des arguments pour défendre nos idées. Et pour conséquence, on a ce risque de baisse de l'esprit critique car si vous vous souvenez vos premiers cours de philosophie, le questionnement est d'ailleurs au centre de la philosophie. Le pourquoi, le comment. Donc, cette personnalisation excessive, comme je l'ai dit, risque de créer des filtres qui isolent l'information diverse. On ne veut pas tout le temps avoir une contradiction de l'autre côté. Donc, on préfère aller vers quelque chose qui est tout le temps d'accord avec nous. Et on verra tout à l'heure avec les conséquences. Et il y a ces intelligences artificielles aussi qui confirment tout le temps nos certitudes. Il arrive parfois qu'on ait l'impression que les intelligences artificielles sont tout le temps d'accord avec ce qu'on dit. Je vous demanderai peut-être quelques-uns d'entre vous si vous avez aussi fait la remarque. Et n'oublions pas que les algorithmes ne sont pas 100% fiables. Il y a des biais au niveau des algorithmes parce que ce qui fait l'intelligence artificielle aussi, ce sont les données. Et si, par exemple, les données ne sont pas fiables, on peut avoir une intelligence artificielle, certes, mais qui n'est pas fiable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très recommandé, si vous voulez utiliser des intelligences artificielles, ayez au moins une notion de base par rapport à un sujet donné avant d'aller chercher. Sinon, prenez la peine d'aller vérifier ces informations-là. Car si vous utilisez d'ailleurs certains outils, vous allez voir tout en bas ou bien un message de prévention qui vous dit que ces informations ne sont pas tout le temps fiables. Il faudrait aller vérifier. Et avant de continuer, je vais peut-être vous poser une petite question et je vais recevoir vos idées. Je le mets au niveau du chat, comme ça tout le monde saura où on en est. Donc, hum, 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 hum. Je le mets ici. Tac, tac, tac. Alors, je vous laisse ces questions. Je vous donne peut-être entre 2 et 3 minutes. Et on va voir la suite. Ça vous va? Bien, disons 3 minutes. Je vous laisse 3 minutes. On va voir à 27 ou bien 28. Je vous laisse la peine d'y réfléchir. D'accord, donc on a eu certains retours et heureusement ou malheureusement, le sujet était assez simpliste. Donc là, on n'a pas eu besoin d'aller utiliser les intelligences artificielles. Mais imaginez, euh, on donne le même sujet à tout le monde a la réflexion d'aller demander à l'intelligence artificielle. On risquerait d'avoir ce qu'on appelle l'homogénéisation, c'est-à-dire l'appauvrissement des perspectives alternatives. Parce que ce qui fait la beauté humaine, c'est que chaque humain est spécial. Et même si on a les mêmes idées, c'est la manière dont on agence nos idées, dont on défend nos idées qui font la différence. Et si tout le monde a la même chose, on peut voir que on aura pratiquement une industrie de clowns. Les clowns, tout le monde se ressemble. Le masque,
petite boule ou le ballon au nez, le ballon rouge, et le ballon rouge, c'est le centre. Et l'humain reste le centre, très bien, merci. Et un IA mal utilisé peut conforter soit nos certitudes plutôt que de nous pousser à nous questionner. Et sachez qu'avoir une réponse ne veut pas dire qu'on a la compréhension de la chose. Parce que si on obtient une information sur une chose, ne veut pas totalement dire qu'on a maîtrisé les concepts sous-jacents. Un simple exemple avec l'apprentissage superficiel, c'est-à-dire au lieu d'apprendre à résoudre un problème, on apprend sa solution. AX au carré plus BX plus C, il y a des formules. Donc, quand on apprend là à résoudre ce problème, dès que les paramètres changent, on est capable de les résoudre. Mais si on apprend la solution, dès qu'une variable change, on se rend compte qu'on était au mauvais côté des choses et tout ce qu'on pensait savoir, on ne savait pas en fait. Et cette dépendance accrue, je donne l'exemple, il y a quelques mois de cela, il y a des intelligences artificielles qui ne marchaient plus. Et on a vu un engouement au niveau de l'Internet. On s'en rend compte que la plupart ou bien beaucoup de personnes n'arrivaient plus à travailler sans ces intelligences artificielles-là. Et sachez que la rapidité est trompeuse parce que le piège ici, c'est que là, on a facilement accès à certaines informations, mais est-ce que c'est véritablement synonyme qu'on a les compétences intellectuelles? Et on va parler là des limites de l'IA en elle-même ou bien des IA parce que les IA hallucinent, font des erreurs et quand on a une confiance excessive, ça peut se retourner contre nous avec quelques risques qu'on a vus. Donc, pour les IA génératifs principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été faits de telle sorte qu'ils répondent aux exigences ou bien aux attentes de l'utilisateur, quitte à générer d'ailleurs des références qui n'existent pas. Parce qu'il y a des exemples qui ont été, ou bien des cas qui ont été signalés sur les réseaux sociaux. Il y a soit l'ouvrage n'existe pas, ou bien l'ouvrage n'existe pas ni l'auteur, ou bien quelquefois il y a l'auteur qui existe, mais l'ouvrage reste introuvable. Et l'apparence est trompeuse parce que le piège est qu'ils arrivent, ou bien elles arrivent à structurer les réponses. Et ceci ne garantit pas malheureusement la véracité de ces informations. C'est dans ce cadre qu'il faudrait tout le temps une vérification humaine. Parce qu'il y a Sam qui signale d'ailleurs de OpenAI qu'il a été un peu surpris de voir la manière dont les gens ont confiance à ChatGPT, alors que ça fait partie d'une des technologies auxquelles les gens devraient plus se méfier. Si je prends un exemple, il y a eu un développeur qui a donné accès au database de son entreprise et il s'est avéré que l'intelligence artificielle a complètement supprimé la base de données. Et ça nous rappelle aussi des autorisations qu'on donne aux intelligences artificielles. Donc, pour résumer, l'IA n'est ni bonne ni mauvaise. Si on prend l'exemple d'un coup d'eau, on a vu les cas de meurtre qui étaient présents au niveau du pays. Donc, si on le prend de cette façon et qu'on interdit le couteau, on risque de véritablement pénaliser les gens parce que si on regarde aussi les statistiques, on voit combien les Sénégalais consomment de pain et le pain est un peu intrinsèquement lié au goutte d'eau. Donc, ça risque vraiment l'insérer risquerait de mal le prendre. Donc là, tout dépend de la manière dont on utilise et l'intention qu'on en a. Et il faut, entre l'outil et substitut, ça dépend aussi là de ce qu'on veut. Au lieu de le remplacer, de l'utiliser pour remplacer nos pensées, on pourrait l'utiliser pour amplifier notre intelligence humaine, comme notre collègue en a parlé tout à l'heure. Et pour les étudiants ou les apprenants, il faudra apprendre avec et pas apprendre ou pas le déléguer. Parce que là, je l'ai posé sur les métiers de l'IA. Si au lieu d'apprendre, vous lui donnez tout et que vous ne savez rien, d'ici quelques années, quand il faudra lutter pour que vous ayez vous aussi vos droits, il faudrait être capable de proposer quelque chose qui puisse au moins vous différencier de l'intelligence artificielle. Parce que si vous n'avez rien à proposer à votre niveau aussi, je pense pas que certains entrepreneurs voudraient le voir.
Et il faudrait aussi un encadrement pédagogique. Là, c'est dans le domaine de l'éducation, parce que quand on sait que les IA hallucinent et qu'il n'y a pas l'encadrement pédagogique et éthique qu'il le faut, j'ai parlé tout à l'heure des données, ça peut être un frein pour l'éducation d'une manière générale. Et il faudra l'utiliser pour cultiver la capacité à questionner, à analyser et à évoluer. Parce que quand on est dans la passivité, on est plus manipulable et on peut voir ce que ça fait quand on est plus manipulable. On prend tout ce qui vient comme il est au lieu de se questionner et d'utiliser ses propres moyens pour créer son propre jugement. Et l'IA est utilisée dans plusieurs domaines, notamment dans la santé, pour les diagnostics assistés, par exemple, la médecine personnalisée, la surveillance à distance et optimisation des soins, par exemple, pour les patients qui suivent un traitement. Dans le domaine de l'agriculture aussi, les IA sont assez présentes parce qu'on les utilise pour l'agriculture de précision, quelques surveillances intelligentes avec les sols, les engrais, etc. Je laisserai peut-être la parole à nos agronomes qui sont dans le panel. Et dans l'industrie aussi, il est utilisé pour l'automatisation, la maintenance prédictive et aussi l'optimisation de la production. On prend l'exemple d'Amazon d'ailleurs qui a licencié quelques-uns de ses, ou bien plusieurs d'ailleurs de ses employés. Elles sont utilisées de masse dans plusieurs domaines, dans plusieurs autres domaines, notamment le transport. Avec les voitures intelligentes, on a Tesla qui est Hyundai, ouais, il y a Hyundai qui est aussi dans la fabrication de voitures. Il y a le S800 qui est sorti, vous pouvez aller voir. Dans le domaine de l'éducation aussi, l'intelligence est utilisée dans le domaine de la finance et l'environnement. L'environnement, par exemple, pour le tri de déchets, etc., etc. Ce qui nous pose, ou bien ce qui nous amène à quelques points qu'on pourrait aussi euh, explorer, notamment est-ce que l'intelligence artificielle facilite-t-elle trop l'apprentissage au détriment de l'effort intellectuel nécessaire? Pour ceux qui ont gradué, par exemple, avant l'ère de l'IA et qui voient aujourd'hui la facilité qu'ont les apprenants aujourd'hui, on pourrait peut-être avoir quelques retours s'il en existe, s'ils sont au niveau de ce panel. Et comment préserver la valeur de la réflexion lente et profonde dans une réponse instantanée. On a aussi les garde-fous parce qu'il faut aussi des garde-fous. Et vous l'avez compris avec les explications. Et à ce propos, quelle stratégie pédagogique pour garantir un usage critique et responsable de l'intelligence artificielle? Et comment l'IA peut-elle être mobilisée pour identifier et contrer la désinformation plutôt que la propager? Quand on regarde la baisse de l'esprit critique, on peut comprendre pourquoi cette question. Et pour les discussions, voilà, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'intelligence humaine. Ça, il faut le savoir. Elle révèle la manière dont nous choisissons de penser. Et je laisse passer aux discussions avant de conclure à la fin. Et Mercedes, voilà, la Mercedes aussi. Donc, s'il y a des questions ou si vous voulez, euh, donc, je laisse la parole à Khadi. Khadi, je vous laisse poursuivre.
Oui, c'est une bonne pour cette belle présentation. Donc, on va laisser les participants de réfléchir concernant cette question et de proposer des réponses aussi. Je pense qu'il y a des questions, il y a des mains levées, vous pouvez y aller directement. Oui, vous pouvez prendre le micro. Babacar? Babacar? Ok. Non, non, on vous entend pas. Vous avez souci de micro ou pas? Oui, c'est étrange, mais... Vous pouvez quitter et vous reconnecter, ou sinon vous pouvez mettre votre question au niveau du chat. Babacar, vous pouvez parler, je pense, c'est bon. Vous pouvez écrire sur le chat. C'est bon. Allô, est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, oui, Babacar, c'est bon. Allô? Bon, c'est moi, hein, c'est pas Babacar. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour les présentations, à savoir la présentation de Salimata, mais aussi celle de Seynabou. En tout cas, c'est très intéressant déjà la thématique, mais aussi les présentations que vous avez fait. Donc, je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, hein. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'être informatique ou bien
de faire des apprentissages dans le domaine parce que tout le monde est impacté. Donc, l'IA envahit en quelque sorte notre vie du matin au soir. Si on ne l'utilise pas, il y a des gens à notre côté qui l'utilisent. Et partout où vous êtes, dans n'importe quelle structure où vous travaillez, forcément, voilà, vous ne pouvez pas vous passer de cet outil. Je dis bien outil, effectivement, parce que ce n'est pas en réalité quelque chose qui peut remplacer le cerveau, mais c'est quelque chose dont actuellement on peut pas se passer. Donc, c'est impactant. Et aujourd'hui, le domaine en fait qui m'intéresse le plus, c'est le domaine de l'éducation, parce que forcément, ça change tout, ça chamboule tout. Aujourd'hui, même la manière d'enseigner change à cause de l'IA. Donc, avant, il y a 10 ans en arrière, je me rappelle lorsque mes camarades de la faculté de droit à l'époque, il y avait Amsatou Sow Sidibé qui disait pour ceux qui faisaient droit, rendez-moi mes mots. Donc, à cette période-là, peut-être le savoir, c'est l'enseignant qui détenait le savoir. Donc, nulle autre personne ne pouvait peut-être l'avoir ailleurs. Donc, pour l'avoir, il fallait forcément venir à l'amphi. Il fallait forcément écouter Amsatou Sow Sidibé faire la présentation. Et là, vous prenez en fait ce qu'elle vous a donné et après maintenant, vous essayez de restituer ça. Mais aujourd'hui, avec le progrès, on a dépassé cette étape. Donc forcément, la relation enseignant-étudiant ou bien apprenant-enseignant va forcément changer parce que ça va plus être la transmission parce que l'IA a fait en sorte que tout le monde a accès à l'information aujourd'hui, pour ne pas dire savoir. Donc, tout le monde a accès. Il suffit juste d'interroger les intelligences artificielles sur n'importe quel sujet. Déjà, vous avez accès, bien sûr, aux données que vous pouvez peut-être exploiter. Donc, les apprenants aujourd'hui, par rapport aux thématiques, par rapport, bien sûr, aux modules, forcément, la transmission va changer, étant donné que l'apprenant a accès aux informations et peut-être même l'enseignant, le contenu que l'enseignant dispose, l'étudiant peut avoir un contenu meilleur que ce contenu-là. Donc, du coup, forcément, ça va avoir un impact positif, je dirais, hein, dans le domaine de l'enseignement, parce que ça va permettre à l'apprenant d'aller, de faire des recherches et de confronter, en fait, les contenus qu'il dispose par rapport au contenu de l'enseignant ou bien du professeur. Et ça fera, en fait, un bon cours, ça fera un bon contenu. Et on passe, bien sûr, de la méthode transmissive, bien sûr, à la collaboration. Et c'est tout bénéf pour l'apprenant, mais aussi c'est tout bénéf pour l'enseignant qui va mettre à jour voilà, ses compétences, mais aussi qui va mettre à jour ses connaissances. Et moi, je dirais qu'en fait, c'est à tous les niveaux, hein, donc même au niveau de la recherche. Aujourd'hui, ça permet vraiment d'accélérer, voilà, de permettre aux chercheurs voilà, de ne pas perdre de temps, d'être vraiment en avance et d'avancer très, très, très vite. Donc, ce qui peut être, voilà, qu'on ne doit pas faire, je pense que Nabou l'a dit, c'est de laisser tout à l'IA. Je pense qu'on ne doit pas déléguer, voilà, tout à l'IA. Parce que peut-être à chaque fois, si tu poses la question, tu as toutes les informations. Mais à la base, les informations que tu ne maîtrises pas, là, ça pose problème après, ultérieurement. Donc, pour moi, l'IA est là pour accompagner. En réalité, il ne peut pas remplacer, bien sûr, voilà, les métiers, mais il peut transformer quand même les métiers et il peut transformer les métiers positivement. Moi, je pense que c'est un outil, pas un cerveau, et son impact dépend de la façon dont on va l'utiliser. En tout cas, c'est ce que j'avais peut-être à partager par rapport à l'écoute que j'ai eu à faire par rapport aux différentes interventions qui m'ont beaucoup plu. Et c'est un sujet qui m'intéresse. Aujourd'hui, vous avez énuméré beaucoup
beaucoup de domaines, peut-être sans énumérer le sport. Mais sachez qu'aujourd'hui, avec l'IA, on est en train de voir de gros changements dans le domaine du sport. Aujourd'hui, le hors-jeu, on est en train de tester le hors-jeu. Au lieu, bien sûr, que les arbitres tous signalent le hors-jeu, on va mettre des puces sur le ballon et qui va détecter, automatiser le hors-jeu. Parce qu'on s'est rendu compte que, voilà, parfois, il y a des jugements, des arbitres assistants, voilà, qui sujettent à beaucoup de discussions. Et aujourd'hui, si on arrive, bien sûr, avec l'aide de l'IA, à vraiment mettre ça en place, ça pourrait peut-être régler beaucoup de problèmes. C'est à tous les niveaux, hein. En tout cas, merci et je laisse la parole aux autres. Ok, merci beaucoup, M. Simon. C'est intéressant concernant les commentaires. C'est intéressant et je dis merci beaucoup. Donc, concernant les autres, on laisse les autres. Oui, effectivement, il n'y a rien à ajouter. Merci, Monsieur Simon, pour l'intervention constructive. Par rapport à une question peut-être, est-ce que l'IA n'est-il pas un frein aux développeurs juniors, puisqu'il arrive à faire un taf 10 fois plus rapide qu'un débutant passerait du temps à le faire? Comment ce développeur junior devrait-il l'utiliser? Il y a l'aspect de la rapidité, certes, mais il y a un développeur qui avait signalé un jour, en blaguant peut-être, on peut passer 10 minutes à développer et 3 heures de temps à débugger. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Parce que oui, il peut vous donner un code, mais il faudra le suivi derrière. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure et ce que M. Simon a dit par rapport à la façon dont on l'utilise. Donc, si vous l'utilisez, faites par exemple, vous êtes junior, un projet tutoriel. Il vous accompagne, il vous explique, il vous dit que fait quoi. Et vous aussi, à votre niveau, par rapport à la compréhension que vous avez de la chose, vous essayez de suivre. Mais sachez qu'il peut faire, oui, 10 fois plus vite le travail d'un débutant. Mais sachez que même OpenAI, propriétaire de ChatGPT, avait lancé un appel en candidature pour un développeur. Pour vous dire que même eux, ils sont conscients que l'IA ne peut pas tout faire et qu'il faudra tout le temps l'intervention des développeurs. Donc, ne déléguez pas, apprenez et grandissez avec l'intelligence artificielle. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Allô? oui, c'est bon. Oui, c'est bon, Babacar. Bon, certainement, j'avais des problèmes de micro tout à l'heure. Donc, déjà, je vous félicite pour le choix du thème parce que, comme M. Simou l'a dit, et M. Simou que je salue de passage, hein, donc je reconnais la voix. Donc, et vraiment, il a fait une intervention très pertinente par rapport à l'intelligence artificielle parce que c'est un thème vraiment qui ne concerne pas uniquement en tout cas les initiés du domaine de l'informatique. Souvent, on est un peu omnibulé par notre profil d'informaticien, mais c'est vrai que l'IA concerne tout le monde. Et vraiment, c'est un thème intéressant. Et les présentations aussi ont été pertinentes de la part de Salimata et de Seynabou Nia. Et je pense que voilà, vous avez fait le tour vraiment du thème et de ce qui interpelle, en tout cas, tous ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. En tout cas, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réflexions à faire, vraiment par rapport à l'outil en tant que tel, parce que aussi aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, mais à côté de l'intelligence humaine, il y a quelque chose vraiment d'essentiel qui est l'éthique. Parce qu'on peut être intelligent, mais sans éthique, notre intelligence, n'est-ce pas, peut nuire, n'est-ce pas, à beaucoup de choses, que ça soit sur l'humain, que ça soit sur notre environnement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, l'intelligence artificielle a cette éthique-là?
vraiment cette question morale-là qui vraiment permet à l'IA de reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais, vraiment ce qui peut nuire et ce qui ne l'est pas. Je pense que ça, c'est une réflexion aussi à prendre en compte. Et ça revient un peu sur un mot que vous avez soulevé, c'est-à-dire que l'utilisation. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu une IA qui est autonome, n'est-ce pas? Une IA qui agit seule, je ne pense pas qu'on l'ait vu. Et je crains un jour si l'IA vraiment pourrait agir seule, c'est là qu'on aura vraiment les soucis. Parce que souvent, on voit dans les films, n'est-ce pas, de trucs, on voit quelqu'un qui est dans un laboratoire, qui crée un robot, et à la fin, ce robot-là sort vraiment à l'extérieur pour semer la pagaille. Bon, actuellement, on n'en est pas là avec les IA. Raison pour laquelle la question sur le remplacement des métiers, moi, je ne pense pas que l'IA, pour le moment, peut remplacer un métier. Mais comme M. Sémou Diouf l'a dit tout à l'heure, ça va transformer les métiers. Donc, cela va les redéfinir, comme on dit. Parce que la réflexion que je fais, moi, par rapport à mon domaine en tant que développeur d'application, c'est si est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'une IA peut réaliser en tout cas un produit complet, un produit fini, un produit en tout cas qu'un utilisateur va utiliser directement à travers en tout cas une génération par IA? Moi qui suis dans le métier depuis 7 ans, je ne pense pas. Je ne peux pas dire que l'IA va remplacer clairement mon métier. Mais l'autre question aussi c'est est-ce que par exemple quelqu'un qui n'a pas les bases que moi j'ai eues, qui n'a pas appris autant que moi j'ai appris, peut développer quelque chose à travers l'IA qui peut être utilisé, parce que c'est pas quelqu'un qui est vraiment qui n'a pas les bases, qui n'a pas les compétences techniques essentielles nécessaires de base, qui va piloter l'IA. Non, il faut forcément une base, il faut forcément des compétences essentielles. Rien que pour écrire le prompt, c'est-à-dire que le message que tu donnes à l'IA pour que l'IA te génère quelque chose vraiment qui n'est peut-être pas parfait, mais que tu vas modifier. Donc, il faut que tu aies ces bases-là. Donc, ça aussi, c'est une réflexion à faire. Maintenant, par rapport à la facilitation, n'est-ce pas, de l'apprentissage, bon, je pense que chacun de nous aimerait vraiment apprendre plus facilement, c'est évident. Donc, pour mieux comprendre, pour comprendre rapidement. Mais aussi, il faut redéfinir c'est quoi un apprentissage, c'est quoi apprendre. Parce que j'avais vu un article récemment qui faisait une étude sur l'utilisation de ChatGPT, en tout cas à travers des expériences avec des apprenants sur comment l'IA aujourd'hui permet à un apprenant d'apprendre. Maintenant, le constat qu'ils ont fait, c'est que quand tu apprends en utilisant l'IA, ça veut dire que tu lis ce que l'IA te donne comme réponse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quand tu lis, tu as l'impression de comprendre. Quand tu lis, tu as l'impression de comprendre. Bon, tu te dis que bon, voilà, ça j'ai compris, je passe à autre chose. Mais est-ce que réellement, quelque temps après, si cette lecture-là rapide te permet vraiment de développer ou bien de pratiquer quelque chose dessus? Donc, moi, je ne pense pas. Donc, leur étude donc, a montré que ceux qui apprenaient directement à travers l'IA oubliaient beaucoup plus vite que ceux qui ont pris le temps de faire des recherches, de pratiquer, voilà, de réaliser des choses à la base de ce qu'ils ont appris. Donc, ils développaient beaucoup plus de compétences, de compréhension et de maîtrise pratique par rapport aux autres. Maintenant, pour la valeur donc l'effort de la réflexion, je pense qu'aujourd'hui, l'IA ne doit pas réfléchir à notre place. Parce que en tant que même apprenant ou bien en tant que chercheur, en tout cas intellectuellement, c'est pas. En fait, tu n'es pas tranquille quand tu délègues tous tes efforts intellectuels à une IA. Parce qu'à la fin, tu vas te demander, est-ce que ça, c'est mon travail? Est-ce que dans l'avenir, si on me pose des questions ou bien si on me soumet à l'épreuve de cette production-là que j'ai faite avec l'IA, est-ce que je suis en mesure vraiment en tout cas de répondre ou bien voilà, en tout cas de
vraiment intervenir sur ces choses-là. Donc ça aussi, c'est important. En tout cas, on est plus tranquille. C'est vrai que l'utilisation de l'IA n'est pas à négliger. On peut l'utiliser, mais comme un assistant vraiment qui nous permet, malgré qu'il nous propose des choses, mais qu'on puisse vraiment, voilà, ne pas tout léguer, n'est-ce pas, à l'IA. Maintenant, pour les garde-fous, je pense que les stratégies, certains l'ont déjà commencé parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus pertinent ou bien intéressant. Par exemple, pour un apprenant, tu lui donnes un sujet, tu lui dis, va réaliser ce projet-là et tu déposes donc comment dire, et tu déposes le projet sur une plateforme. Après, toi, tu viens, tu corriges. Je pense que ça, c'est une stratégie pédagogique, n'est-ce pas, qui est en train d'être laissée. Parce que j'avais vu un article je pense que c'était le directeur de l'UNIX. Un jour, il discutait avec des développeurs sur une idée. Après, bon, il a dit à l'un des développeurs que ça ne sert à rien de parler. Il faut montrer le code. Donc, ça ne sert à rien de parler sur une idée, sur un projet. Il faut montrer le code en réalité en tout cas du projet que tu veux réaliser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette situation-là n'est pas révolue? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut générer un code. Tout le monde peut générer un code HTML, tout le monde peut générer un code CSS, JavaScript, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette génération de code-là vraiment nous permet de montrer la valeur ou bien les compétences d'un développeur? Non, parce qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui n'est pas développeur peut générer un code. Mais il faut pouvoir comprendre ce code-là et pouvoir en tout cas créer un produit qui est utilisable par un utilisateur. En tout cas, voilà, pouvoir démontrer réellement voilà, la pertinence donc, de ce que tu as généré. Maintenant, pour la désinformation, je pense qu'aujourd'hui, nous consommons beaucoup trop d'informations. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Et ce qui est aussi un peu dommage, c'est que voilà, ceux qui n'ont pas encore les capacités de reconnaître une IA aujourd'hui, ils ont qui voit une vidéo sur TikTok ou bien sur Facebook, il vient, il me dit que bah, regarde ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, c'est un peu dommage. Mais je pense que pas des informations, il y a quand même des solutions à trouver par rapport à cela. En tout cas, moi, je les ai pas encore vues. Je pense qu'il y a des outils de fact-checking qui existent, même si parfois c'est payant, parfois c'est utilisé par des entreprises, en tout cas de haute volée, mais je pense que voilà, toutes ces questions-là méritent d'être posées et réfléchies. En tout cas, bon, j'ai été un peu long, peut-être pas, mais je tenais à réagir et je vous remercie et vous félicite encore. Merci. Merci Babacar, merci pour l'intervention et les questions. Je pense que vous avez posé la question de l'équité, la question qui veut une réponse à est-ce qu'une IA peut développer une application. Je vais y revenir, mais je vais commencer par l'aspect éthique. Parce que c'est vrai que quand l'intelligence artificielle prend une décision, on ne sait pas comment elle a fait pour prendre cette décision. Et là, il y a des algorithmes derrière. Donc, là, j'ai parlé de la façon pour les chatbots, par exemple. Il y a quelques chatbots, ils ont été designés de telle sorte qu'ils puissent répondre à ce qu'on appelle query du user. Donc là, c'est par rapport au développement. C'est par rapport à ça qu'une IA va prendre une décision, par rapport aussi aux algorithmes qui a été utilisé derrière. Donc là, c'est un peu l'aspect technique. Donc, sachez que si vous dites comment il a fait pour avoir comment il a fait pour ces décisions-là, il y a des algorithmes derrière qui ont utilisé plusieurs possibilités et vous ont donné la possibilité soit la plus juste, soit qui s'approche le plus à ce que vous vouliez. Et l'autre aspect aussi de l'éthique, c'est la responsabilité.
parce qu'il y a certaines intelligences artificielles, puisque vous avez parlé de génération tout à l'heure. Dès que vous entrez, vous allez voir un message d'erreur. Donc là, vous voyez que les développeurs vous ont prévenu que l'intelligence artificielle peut faire des erreurs. Donc là, ils se sont désistés. Bon, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'ils ont pris la responsabilité de vous prévenir. Et donc là, vous, à votre niveau, si vous êtes conscient de ça et que vous décidez d'utiliser ces informations-là à votre niveau sans vérification, là, le responsable de l'erreur, là, on peut dire que c'est vous. Donc là, euh, la responsabilité vous revient. Là, si par contre les développeurs ne prennent pas la peine, là, il s'agit d'un autre domaine. Il y a aussi l'équité. Est-ce que les intelligences artificielles traitent tout le monde de la même manière? Là aussi, c'est un autre point. Parce qu'il y a quelquefois, il peut y arriver qu'on puisse lire des choses qui nous heurtent, peut-être. Je sais pas. Non. Je peux pas en parler parce que j'ai pas peut-être comparé à quelqu'un qui a, par exemple, eu un handicap, je peux pas comprendre bien, je peux pas complètement dire ce que lui peut ressentir par rapport à certaines affirmations. Et il y a aussi, dans l'éthique surtout, la protection des données. Parce que à une époque, il y avait une intelligence artificielle qui faisait le buzz, tout le monde uploadait son image. Et il y a eu des gens qui signalaient que ces images peuvent être utilisées pour aussi améliorer les algorithmes. Et quelquefois, quand on utilise un outil, on nous donne ce qu'on appelle les contrats, peut-être un contrat qu'on accepte avant d'utiliser ces outils. On utilise sur oui, j'accepte et on accepte. On ne prend pas vraiment la peine de lire. Donc, si on ne prend pas la peine de lire, on expose nos données. Et la préservation de l'autonomie humaine, là aussi, j'en en a parlé aussi à propos lors de ce webinaire. Et pour la génération, oui, il existe, mais pas d'un seul coup, comme quand tu lui demandes de te générer une image. Pour l'application, il y a des étapes. Il y a des étapes à suivre et si tu ne suis pas ces étapes-là, c'est un peu du n'importe quoi. Mais si tu prends la peine de suivre ces étapes, sache qu'il y a bon, en tout cas, les hackers aiment bien l'intelligence artificielle parce qu'ils leur créent des brèches. Et si l'utilisateur, par exemple, qui n'est pas un développeur, le met sur l'Internet, les hackers peuvent voir des brèches de sécurité et là, ça expose déjà les développeurs et les utilisateurs. Donc oui, il peut y avoir que des gens puissent générer, mais s'ils ne comprennent pas, ils prennent le risque d'exposer leurs solutions et d'exposer les utilisateurs. C'est pour ça qu'il faudra aussi, il y a Ali, il me semble, qui parlait des utilisateurs seniors. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudra comprendre les bases avant d'utiliser l'intelligence artificielle. Et je pense que ça répond à vos questions. Il y a Haoli aussi qui voulait intervenir. D'accord. Merci beaucoup, Madame Nia. Donc, on laisse la parole à Madame Hawalidem. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci beaucoup à Madame Niang et aussi vous deux pour la présentation et aussi pour le thème qui est très intéressant parce qu'actuellement, on parle de l'intelligence artificielle, tout le monde parle de l'IA et l'IA. Comme vous l'avez présenté, l'IA, moi, ce que je dis souvent aux gens, on utilise l'intelligence artificielle parce que moi, je l'utilise souvent, on l'utilise mais de manière intelligente. L'IA nous aide à accélérer nos projets. Parce que moi, quand j'ai un projet, j'interagis avec l'IA. Mais avant d'interagir avec l'IA, d'abord, je sais ce que je veux. Je structure ce que je veux. Je fais mes plannings, tout ce que je dois faire. Et quand tout est OK, je donne à l'IA m'aide à faire le projet. Mais quand même, quand il génère, je ne copie pas aveuglément. J'essaie de comprendre ce qu'il m'a généré et parfois, je vérifie pour dire que
Ça mérite d'être corrigé, etc. C'est comme ça, parce que l'IA a besoin toujours d'intervention humaine. Même avec récemment le Cloud Code et d'autres agents qu'ils ont mis, qui sont actuellement en actualité, les agents IA, même les agents ont besoin d'intervention humaine. Bien, parfois même, il peut aller, mais à un certain moment, l'agent a besoin d'intervention humaine. Et vu que j'essaie de comprendre l'IA, et je travaille sur l'IA, et je crée des IA, et je crée des modèles IA qui parlent, je crée des LLM IA qui répondent à des questions, et je génère des images à partir de l'IA qui parle. Donc, disons que je suis dans le domaine et je comprends ce que fait l'intelligence artificielle. Et pour une chose, l'IA ne va jamais remplacer le travail des développeurs, le travail de certaines personnes. Juste que ça nous permet d'accélérer. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas recruter un développeur. Le développeur dit non, je ne vais pas utiliser l'IA, je vais coder comme je le faisais avant. Il va le faire, mais en 3 mois. Alors que notre développeur, avec l'intervention de l'IA, peut le faire en intervalle d'une semaine ou 2 mois. Donc, nous, on doit aller avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais de manière intelligente. Comme la lutte contre la désinformation aussi. Parfois, c'est compliqué. Même moi qui est dans un domaine, parfois, je n'arrive pas à cette voie si c'est généré par IA ou pas. Donc, il va falloir être dans ce domaine pour bien comprendre ce que si cette chose est faite par l'IA, etc. Donc, tout ça, je dis que créons quelque chose qui permet de corriger cette intervention, comme la fausse information, la désinformation. Parce qu'il y a des modèles qui existent, qui permettent de vérifier si cette chose est générée par IA ou pas. Donc, je tenais à vous remercier aussi, à vous remercier encore pour votre présentation et pour la thème intéressante que vous êtes en train de faire. Merci à vous. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Madame Dem. D'accord. S'il y a d'autres intervenants, vous pouvez prendre la parole. Et merci pour tous ces détails-là. Et j'avais une question, Madame Thiam et Madame Niam, concernant les questions pour la réflexion. Parce que concernant la lutte contre la désinformation, comment vous pensez qu'on peut faire pour résoudre ce problème-là? Vous m'entendez? Madame Nia, Madame Thiam, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, je parlais que j'avais une question concernant la lutte contre la désinformation. Comment on va faire pour résoudre ce problème-là? Ou bien si vous avez une idée de la manière dont on doit procéder. Parce que c'est l'actualité actuellement. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Je disais que parce qu'actuellement, on fait face à des informations, parfois on voit des images générées par l'IA, des audios qui circulent et on a du mal à croire si cet audio est généré par l'IA ou cette image est générée par l'IA, etc. Et comment vous pensez qu'on peut trouver la solution afin de minimiser cette désinformation? Donc, pour la lutte contre la désinformation, il y a d'abord ce questionnement, cet esprit critique que j'avais souligné tout à l'heure. Et je pense qu'on est capable d'ailleurs, il y a quelques années, par exemple, vous avez parlé d'images générées, on parvenait à voir si une image est générée ou pas. Et après, il y a eu des améliorations, on en est tous témoins.
Et il y a eu Sora. Et ce que j'ai adoré avec Sora, c'est qu'ils ont pris la peine de signer. C'est-à-dire, ils te mettent là, c'est Sora. C'est-à-dire qu'il a été généré. Et ça me rappelle d'ailleurs un article sur lequel je réfléchis en ce moment, c'est-à-dire comment jouer sur l'éthique, l'aspect éthique, pour encadrer de telle sorte que tout le monde puisse savoir si ce contenu a été généré par l'intelligence artificielle ou pas. Parce qu'il y a Instagram qui a essayé de faire la même chose. Quand vous regardez une publication, il y a une notice sur l'utilisation d'IA. Et il y a un panel que j'avais suivi, c'était hier ou avant-hier, il me semble, sur les gens qui géraient la publication d'articles scientifiques. Et la dame avait dit qu'ils ont un problème en ce moment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle parce qu'ils ne peuvent pas l'interdire, donc ils veulent l'encadrer. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils demandent aux auteurs s'ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Si c'est oui, ils le notent ça, ils le mettent, l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, pour la lutte contre cette désinformation, euh, éteindre le feu par le feu. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. C'est-à-dire essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre justement cette désinformation-là. Si on ne peut pas jouer sur l'aspect éthique parce qu'il s'agit de grandes euh, géants technologiques, est-il possible vraiment de les encadrer ou bien qui va essayer de gérer ça? Vous connaissez comment on se passe le monde ou bien comment est le monde en ce moment, socio-politiquement, socio-économiquement, tout le tralala. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour lutter justement contre cette désinformation, en dehors de cet esprit critique, en dehors de cet encadrement nécessaire pour encadrer justement cette technologie et son utilisation. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, ça répond à ma question. Si l'aspect éthique et tout ça, vu que l'intelligence artificielle, on ne peut pas contrôler ça. Parce que même les grands IA de Gemini, la fois passée, j'avais créé un modèle et j'ai donné ce modèle-là, génération audio, j'ai donné cet échantillon d'audio à Gemini pour lui dire que si c'est l'IA, etc. Il m'a dit que c'est pas IA, mais il a dit il y a un mais. Pour dire que même si Gemini, un grand IA, a du mal à cerner des audios générés par IA et ce qui n'est pas généré. Donc, c'est quelque chose qui mérite de réflexion et de vouloir, de perfecter pour voir comment on va régler ça. Parce que c'est quelque chose qu'on doit essayer de trouver la solution, même si on est petit pour le trouver. Mais merci pour votre réponse. Vous avez répondu à ma question. Merci. Donc, il y a Babacar qui veut prendre la parole. Un instant, je vous prie. Comment on arrive à reconnaître un contenu, image, texte? Je sais pas pour vous, mais pour nous qui sommes développeurs, on parvient à décerner si un texte a été utilisé. Allez faire un tour sur LinkedIn. Je pense que là, vraiment, c'est le summum. Et pour les textes, pour les autres, on parvient à le voir. Que ce soit pour le texte, pour le code, on parvient à savoir si c'est généré par l'intelligence artificielle ou pas. Mais voilà. Pour les images, si vous regardez bien, pour une image, par exemple, je vous montre ça. C'est au niveau de cette présentation, justement. Bon, là, je pense que c'est facile à voir. Donc, il y avait voilà. Donc là, par exemple, il y a eu ces erreurs-là qu'on pouvait facilement détecter. Donc là, vous voyez qu'il y a deux mains. Le gars, il a deux mains. Trois du moins. Et, ouais, donc là, on peut voir facilement que ça a été généré par l'intelligence artificielle. Parce que si c'est seulement le 3D, etc., on peut se dire qu'il s'agit peut-être d'un dessin ou pas. Mais là, on peut voir que l'erreur est clairement visible. Mais si vous n'êtes pas vraiment habitué, il est un peu difficile de reconnaître si un contenu a été généré ou pas. C'est pour ça qu'on parle de cette nécessité éthique à encadrer ces intelligences artificielles pour le bien de tous. Babacar, vous avez la parole. Voilà, déjà, merci beaucoup pour les réponses. Et juste, il y a une chose qui m'a interpellé. En fait,
c'est la capacité à reconnaître un truc généré par IA ou pas. Parce que même pour un texte, je pense que j'ai pas encore vu, en tout cas, un outil IA qui peut déterminer si un texte a été généré par IA ou pas. En tout cas, parmi les outils gratuits. Parce que j'ai fait un constat. Moi, j'ai pris un ancien email que j'avais écrit il y a longtemps et je l'ai donné à un outil qui détecte si le texte est IA ou pas. Et l'outil, il m'a donné à 95% que le texte a été généré par IA, alors que l'email, je l'avais écrit il y a très longtemps, il n'y avait même pas les IA, parce que bon, ChatGPT, c'est vers fin 2022 et tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la capacité, en tout cas, d'une intelligence artificielle à déterminer si un texte est IA ou pas, je pense qu'on n'en est pas arrivé à un niveau vraiment très, très avancé. Et bon, parce que dès l'instant que le texte est bien écrit, dès l'instant que, en tout cas, c'est bien écrit, il n'y a pas de faute et tout, je pense que c'est un peu compliqué de déterminer si c'est IA ou pas. Maintenant, une chose est sûre, un texte généré par IA, il y a souvent ce qu'on appelle des patterns. Il y a par exemple des choses vraiment que quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle, donc en tout cas de manière récurrente, il peut savoir visuellement si ce texte-là est généré par IA ou pas. Maintenant, pour les images aussi, je pense que bon, il y a certaines choses qui frappent à l'œil facilement aujourd'hui. Quand tu regardes une image, naturellement, tu peux savoir si c'est généré par IA ou pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est c'est que je pense que le contenu généré aussi, cela dépend beaucoup plus de l'algorithme, en tout cas, du niveau d'avancement de l'algorithme derrière une intelligence artificielle. Je pense que ça aussi, c'est important. C'est pas tous les... Bon, un pattern comme demande Ali, bon, par exemple, parfois tu vois un texte, il y a des tirés. Par exemple, ChatGPT, souvent, quand tu lui demandes de générer un texte, il te donne un paragraphe, mais dans les paragraphes, il y a des tirés. Des tirés dedans. Bon, là, c'est en tout cas moi qui l'utilise souvent, je sais que ça, c'est une IA. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours modifier. Il ne faut pas justement se limiter à ce que nous donne l'IA. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut ne pas utiliser l'IA, mais aujourd'hui, il faut aussi prendre le temps de lire, prendre le temps de modifier, prendre le temps de personnaliser, jusqu'à ce qu'on ait vraiment des outils, en tout cas très avancés, qui peuvent déterminer l'IA. Bon, peut-être il y a d'autres méthodes, hein. Moi, je parle juste par expérience. Voilà, pour moi, voilà, la qualité de ce qui a été produit dépend du niveau d'avancement de l'algorithme, mais aussi la capacité d'une IA à déterminer si un contenu est généré par IA ou pas dépend aussi du niveau d'avancement de l'algorithme de détection, bon, ce qui est peut-être aujourd'hui pas encore atteint à un niveau vraiment très, très efficace. Merci. Merci, Babacar. Projet. Ah oui, je comprends. En tout cas, on est capable de voir. Mais je pense que là, le plus important, ce n'est pas de générer un code avec intelligence artificielle, mais surtout d'avoir cette aptitude à comprendre d'abord. Parce que le plus important, c'est de comprendre. Si tu comprends, par exemple, comment on fait A plus B, donc au lieu d'aller faire coder de haut en bas, vous pouvez donner à l'intelligence artificielle. Là, le plus important, c'est bon, en de temps ce que vous voulez et de comprendre, voilà, justement. Et il y a Aliou qui demande un pattern. Bon, un pattern en IA, ça peut, bon, c'est pratiquement la même structure, ou bien les mêmes idées, ou surtout la même logique, ou un schéma, ou un modèle récurrent aussi, si vous voulez. C'est-à-dire cette structure, par exemple, répétée tout le temps. Si vous, voilà, il y a Babacar qui avait parlé des tirés, etc. Donc, quand vous voyez un texte, et ce que ChatGPT aime le plus, c'est ça. C'est pas, il met le truc, ensuite c'est. Donc là, vous voyez que ça revient en tout cas partout, 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 ou bien dans la plupart des textes qu'il génère.
Donc là, ça peut être considéré comme pattern, voilà, dans ce genre de cas-là, dans ce genre de figure. Donc, en résumé, c'est juste une tendance ou bien une répétition qu'on est capable d'observer. Voilà. D'accord, c'est une donc je laisse la parole à Wadjouf. Est un développeur en full stack, donc je laisse la parole d'intervenir entre l'IA et le développement ici. Wadjouf, est-ce que c'est bon à votre niveau? D'accord, il demande qu'on l'accorde quelques minutes. Il y a d'autres intervenants? Oui, je peux, Khalid. Oui, oui. Déjà, bonsoir tout le monde. Et je vous encourage et vous remercie pour les explications. C'était vraiment bien clair et les réponses aux questions posées aussi ont été très précises. Moi, ma question, bon, c'est en quelque sorte une inquiétude peut-être, et plus qu'une question, une inquiétude plus qu'une question. Et c'est même une inquiétude que la plupart des gens qui ne sont pas trop IA, je ne dirais pas trop, en tout cas qui ne sont pas initiés sur l'IA et sur la robotique par exemple, parce que l'autre intervenant il est aussi ingénieur en robotique, c'est la question qu'il se pose à chaque fois. Donc, la question qui est très fréquente, c'est-à-dire que est-ce que vos outils là, l'automatisation que vous faites là, est-ce que ça ne va pas remplacer toute nos travaux, sachant que nous, en Afrique ici, 70% des métiers sont informels. Avec l'arrivée des IA, avec l'arrivée de la robotique, donc tout va être automatisé. Est-ce que les emplois ne vont pas être perdus? Si oui, est-ce qu'il y a une politique que les gens se souviennent que c'est pas là, que ceux qui sont dans le domaine sont en train de mettre en place pour un peu orienter la masse vers ces outils-là? C'est ça une question. Allô, vous m'avez entendu, Khadija? Vifs, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, oui, Est-ce que là, vous m'entendez correctement? Oui, c'est plus correct. Ok. Là, bon, je disais que, bon, d'abord, je vous remercie sur l'organisation du meet-up et que les réponses aux questions. D'abord, l'exposition a été parfaite. Les réponses étaient aussi claires. Donc, moi, ma question était un peu une inquiétude par rapport aux gens qui ne sont pas initiés à l'IA. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas initié à l'IA, par exemple, vous qui êtes roboticienne de formation. Donc, vous dites à une personne que vous êtes roboticienne. La première chose qu'il vous dit, c'est que les machines que vous créez là vont remplacer les emplois et autres là. Les gens ont peur. Donc, je disais, est-ce que, sachant qu'en Afrique, 70% des métiers sont dans le secteur informel. Le secteur informel, c'est la plupart des travaux qui vont être remplacés par la robotique, par l'intelligence artificielle. Donc, je demande si l'arrivée de ces métiers-là ne sont pas menaçants par rapport à ces métiers-là. Et si oui, est-ce qu'il y a une politique
qui est mise en place, ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a une politique qu'on doit mettre en place pour déjà préparer cette masse-là? Parce que c'est une masse, préparer cette masse-là à ces nouvelles technologies-là, ou bien pour former peut-être les gens à une réorientation des métiers, ou bien c'est pas là, en tout cas quelque chose qui va dans ce genre-là, pour un peu apaiser le questionnement dans la masse, quoi. Parce que nous, les gens qui sont initiés, à l'IA, on sait que c'est une très bonne chose, donc ça rend les choses très faciles et très la rapidité, quoi, très rapide. Les travaux que vous faites en un mois, 2 semaines, vous les faites en 2 jours ou bien une seule journée. Donc là, côté productivité, ça va, mais pour certains, c'est une menace à leur emploi. Donc est-ce qu'il y a une politique mise en place qui peut peut-être atténuer à ces gens-là? Merci. Merci. Je vais d'abord vous donner un exemple. Il y a une entreprise, sûrement américaine, il me semble, je l'avais vu l'information passer sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont une intelligence artificielle capable de répondre aux questions, qui a licencié toute son équipe de son service clientèle. Et ce qui s'est passé, c'est que cette intelligence artificielle-là a fait perdre à l'entreprise de plusieurs utilisateurs. Ils ont été obligés d'aller rappeler ces gens-là pour venir faire le travail. Un exemple. L'autre exemple, les caisses intelligentes, par exemple. Vous voyez les caisses intelligentes. Et vous connaissez l'humain. Ce qu'ils aiment faire, c'est trouver des failles. Et ce qu'ils ont fait, il y avait des vidéos qui tournaient un peu. Je pense que c'était surtout aux États-Unis. Il y a eu des étiquettes qu'on met sur chaque produit, ce qui permet aux outils utilisés de pouvoir reconnaître ce que c'est et de lui attribuer un prix. Ils ont enlevé l'étiquette des bananes, les ont mis sur des étiquettes de télévision. Donc, ils ont eu des télés à des prix d'une banane, par exemple. Donc, vous voyez un peu, vous voyez ce que ça peut faire perdre aux entreprises. Voilà. Et est-ce que vous vous souvenez, pour répondre à ces questions, est-ce que vous vous souvenez de votre leçon sur la révolution industrielle? Oui, oui. Donc, la révolution industrielle, à l'époque, avait créé d'énormes engouements parce que les gens avaient peur de perdre leur travail. Et on s'est rendu compte de ce qui s'est passé par la suite. Certes, il y en a qui ont perdu leur travail, mais il y a eu aussi la création d'autres types d'emplois et la méthode, ou bien les méthodes de travail se sont améliorées. Comprenez? Donc là, le plus important, c'est pas est-ce que ça va ou pas remplacer ou pas, parce qu'il s'agit d'un outil, il s'agit d'une technologie, et toute technologie a sûrement ses failles, et on l'a vu avec les chatbots ou quelques intelligences artificielles. Et donc, il faudra l'assistance humaine. Donc, même si il y en a qui perdent, par exemple, leur boulot, je l'avais dit, il y a OpenAI. Ils ont créé ChatGPT. Nous, on l'utilise pour coder. Mais eux, ils parviennent à employer des développeurs. Pour vous dire que même eux, ils sont conscients que, en tout cas, pour le moment, l'intelligence artificielle n'est pas prête pour remplacer certains métiers. Donc, tout à l'heure, je pense que en posant cette question, on a vu les réactions. Il y en a qui disent, voilà, tâche oui, métier non. Donc, voyez. Donc, que les intelligences artificielles peuvent faire, c'est nous aider avec les tâches. Et même s'il y a des pertes ou bien la disparition totale de certains emplois, on peut, comme vous l'avez dit, essayer de les orienter vers d'autres types de métiers. J'espère que ça répond à votre question. Donc là, j'ai un peu parlé des failles de l'intelligence artificielle et du fait que, ouais, c'est vrai que ça peut faire peur, surtout pour les développeurs, mais ils n'ont pas à s'inquiéter. En tout cas, pour le moment. Parce qu'il n'y a pas encore de solution pour vraiment gérer ces bias. D'accord, Madame Nia. Donc, je vais venir pour appuyer pour quelque chose d'important parce que l'intelligence artificielle nous avertit. Je veux dire, il est en train de nous avertir de préparer
la génération future dans les nouvelles technologies, de mieux réorienter dans les nouvelles technologies pour avoir ces genres de métiers comme être informaticien ou un roboticien ou un développeur, ceux qui créent les IA aussi. C'est juste que c'est ce que je voulais ajouter. Si on s'oriente dans ces là, peut-être on n'en fait pas partie sur les personnes qui sont d'ici 2030 ou 2050. Ah oui, c'est bon de votre côté parce qu'il est 30, on doit terminer. Il est l'heure. Ah ouais? Ok, donc on va conclure. Je laisse Madame d'amener sa conclusion. On termine et je dis merci. Khadija, une autre question, je peux? Oui, il est l'heure des shérifs. Mais pouvez. Allez-y. Shérif? Shérif, on vous écoute. Vous pouvez prendre la parole. Non, même pas. Peut-être il est faim. Je peux dire peut-être il est faim parce qu'il est l'heure de dîner. Peut-être c'est ça. Yeah. Awa, elle est en train de me... Vous pouvez commencer. Pareil pour moi aussi, parce que je suis faim. Ok, c'est bon. Donc, on va conclure. Madame Nia, je vous laisse de faire la conclusion. D'accord, je dis la conclusion. Je pense que on a dit des choses, mais par contre, il reste encore beaucoup d'autres choses. Mais sachez juste que c'est juste que l'intelligence artificielle représente aujourd'hui un défi majeur de la transformation. Donc, dans divers domaines, Monsieur Seymour on a donné quelques exemples. Et il peut représenter un catalyseur ou bien un frein. Donc, tout cela dépend de la manière dont on décide de l'utiliser. Et il faudra aussi prendre en compte cette utilisation encadrée. En tout cas, sachez que l'IA ne remplacera pas l'humain, mais l'humain qui maîtrise l'IA transformera profondément le monde. Et merci pour vos interventions. Merci d'avoir assisté à ce webinaire.
Et je pense que je peux laisser à Khadija la Au fait, je dis merci. Je dis merci à tous. Merci pour votre attention et votre participation concernant ce webinaire. J'espère que les échanges ont été enrichissants et, qu'ils ouvrent la voie d'une nouvelle réflexion et de collaboration. Et je dis merci à tous et bonne soirée.